Déficit moteur, comment localiser la lésion? Quand on est face à un déficit, qu'il soit moteur ou sensitif, la toute première question, la seule qui compte au début, c'est où est la lésion? L'ensemble de la démarche de diagnostic part de là, bien avant qu'on se demande quelle en est la cause. Voici le plan qu'on va suivre pour y répondre. On va d'abord voir la distinction fondamentale, centrale ou périphérique. Puis, on explorera la topographie de chaque système. Ensuite, on passera en revue les syndromes clés, ceux qui permettent un diagnostic quasi immédiat. Et enfin, on verra comment tout ça nous guide pour choisir les bons examens. La première étape est donc purement anatomique. On ne cherche pas la nature de la lésion. Est-ce que vasculaire, inflammatoire, tumorale, tant qu'on ne sait pas exactement quelle structure est touchée. Le « où » dicte tout le reste. Cet algorithme illustre parfaitement ce raisonnement. Face à un déficit, on confirme bien sûr son origine neurologique. Puis, l'analyse devient syndromique. On regroupe les signes cliniques. Est-ce que ça ressemble à une atteinte pyramidale, typique du central, ou plutôt à une atteinte neurogène, typique du périphérique? C'est ce regroupement des signes qui va nous mettre sur la piste de la localisation. On en arrive au cœur du sujet. La distinction la plus importante, c'est celle-ci. Est-ce que la lésion se trouve dans le système nerveux central, donc cerveau, tronc cérébral, moelle, ou est-ce qu'elle est dans le système nerveux périphérique, racine, nerfs ou même muscles? Tout le reste du raisonnement va dépendre de cette réponse. Alors, comment on fait la différence en pratique? C'est assez simple. Pour une atteinte centrale, dite pyramidale, on a des signes en plus. Le tonus est augmenté, c'est la spasticité, cette raideur un peu élastique. Les réflexes sont vifs, diffusés. Et bien sûr, on a un signe de Babinski. L'atrophie du muscle, elle, est tardive. À l'inverse, pour une atteinte périphérique, on a des signes en moins. Le tonus est diminué, c'est flasque. Les réflexes sont diminués ou abolis, pas de Babinski. Et là, l'amyotrophie, la fonte musculaire, est très précoce et souvent marquée. Attention, il y a un piège classique à connaître. Juste après une lésion centrale aiguë, comme un AVC ou un trauma de la moelle, on peut avoir une phase de choc spinal. Et pendant cette phase, tout est flasque et les réflexes sont abolis. Ça peut mimer une atteinte périphérique. La spasticité, elle, n'apparaît que dans un second temps. Ok, maintenant qu'on a conclu à une atteinte centrale, il faut être plus précis. On va chercher à quel niveau ça se passe. Cortex, capsule interne, tronc cérébral ou moelle épinière. Si la lésion est dans le cortex, le déficit est rarement complet. Il est souvent partiel, non proportionnel, et il va prédominer sur le membre supérieur et la face. C'est le tableau classique de l'atteinte brachiofaciale. Par contre, si la lésion est dans la capsule interne, qui est une sorte de carrefour où toutes les fibres motrices sont très serrées, là on a une hémiplégie qui est massive et surtout proportionnelle. La face, le bras et la jambe sont touchés avec la même intensité. Pour le tronc cérébral, le signe qui ne trompe pas, c'est le syndrome alterne. C'est simple, on a l'atteinte d'un nerf crânien d'un côté, par exemple une paralysie faciale à droite, et le déficit moteur du bras et de la jambe de l'autre côté, donc à gauche. Ce croisement des signes signe l'atteinte du tronc. Et enfin, la moelle épinière. Son atteinte est trahie par l'existence d'un niveau sensitif. C'est une limite très nette sur le corps, comme une ligne, en dessous de laquelle la sensibilité est perdue. Si ce niveau est cervical, on aura une tétraplégie. S'il est thoracique, ce sera une paraplégie. Bien, passons maintenant au côté périphérique. Si notre examen nous a orientés vers un déficit flasque avec des réflexes abolis, il faut maintenant suivre le trajet du motoneurone périphérique pour trouver la panne. On peut imaginer ce parcours comme une succession de 5 arrêts possibles. La racine nerveuse à la sortie de la moelle, le tronc nerveux qui court dans le membre, le tableau diffus de la polyneuropathie, la jonction neuromusculaire et pour finir, le muscle lui-même. Chaque étage a vraiment sa propre signature. Une atteinte de la racine, ça donne une douleur et un déficit très bien systématisé à un dermatome et un myotome. L'atteinte d'un tronc nerveux, c'est simple, le déficit est limité à son territoire. La polyneuropathie, elle, est typiquement distale et symétrique, en chaussettes et en gants. Pour la jonction neuromusculaire, le maître mot, c'est la fatigabilité, une faiblesse qui fluctue. Et enfin, l'atteinte purement musculaire, c'est une faiblesse proximale, sans aucun trouble de la sensibilité. Il existe des tableaux cliniques qui sont tellement caractéristiques qu'ils permettent de localiser la lésion presque instantanément. Ce sont des syndromes high yield à connaître par cœur. Le syndrome de Brown-Séquard, c'est ce qui arrive quand une moitié de la moelle est touchée. Le résultat, c'est une dissociation sensitive hyperspécifique. Du côté de la lésion, on perd la motricité et le tact fin. Mais de l'autre côté du corps, on perd la sensibilité à la douleur et à la température. La syringomyélie. Là, c'est une cavité qui se forme au centre de la moelle. Elle va détruire pile les fibres de la douleur et de la température qui croisent à ce niveau.
Ça donne un déficit thermo-algique dit suspendu, souvent en cape, sur les épaules et les bras, alors que la sensibilité au toucher reste intacte. Le syndrome de la queue de cheval. Ici, ce sont les racines nerveuses tout en bas du canal rachidien qui sont comprimées. Les signes d'alerte à reconnaître absolument: une anesthésie de la zone du périnée, dite en selle, des troubles urinaires ou fécaux et une faiblesse des jambes. C'est une urgence neurochirurgicale. Et pour finir, le syndrome de Wallenberg. C'est l'exemple parfait d'un syndrome alterne du tronc cérébral. D'un côté, celui de la lésion, on trouve un syndrome de Horner, des troubles de la déglutition, de l'équilibre, et de l'autre côté du corps, on a une perte de la sensibilité à la douleur et à la température. On voit donc que toute cette analyse clinique a un but très pratique. Ce schéma le résume bien. C'est la localisation qui va dicter les examens complémentaires. Si on suspecte une atteinte centrale, une hémiplégie par exemple, le réflexe c'est l'IRM cérébral. A l'inverse, si on suspecte une atteinte périphérique, comme une fatigabilité, on va plutôt demander un électroneuroméogramme, un ENMG. La démarche est logique et elle évite de se disperser. Voilà ce qu'il faut retenir. Le raisonnement en neurologie est avant tout un raisonnement anatomique. Avant de chercher le pourquoi, il faut savoir avec certitude le où.